Ici, c'est une reproduction, un facsimilé de la première mesure de radioactivité par Pierre et Marie Curie. C'est l'un des premiers travaux que m'a confié l'ESPCI en restauration et en recréation. Il y a des moments où on regrette d'avoir 2 mains et des moments où on regrette de ne pas en avoir 3. Parce que 3 mains, vous vous rendez compte ce que c'est pour des gens comme nous qui restaurons des instruments, d'avoir une main supplémentaire. Cette caverne d'Ali Baba est en fait le résultat de mes différentes passions. J'ai restauré pendant 18 ans des moteurs de compétition et des moteurs de voitures historiques. Puis j'ai trouvé que ça devenait un peu lourd. Et j'ai repris une vieille passion, qui sont les instruments scientifiques. Quand je pense à l'expérience de Pierre Curie sur le magnétisme, alors je pense bien sûr à température de Curie, je pense aussi à loi de Curie, puisque ce sont 2 héritages qu'il nous a laissés. Je pense aussi à finalement la grande rigueur dont il a fait preuve dans cette expérience et qui a permis un petit peu, avec d'autres scientifiques, de fonder la physique du solide expérimentale du XXe siècle. À partir de l'électroaimant original de Pierre Curie, l'objectif était de reconstituer cette expérience parce que il y a une habileté, une intelligence dans le dispositif et reconstituer l'expérience, c'est comprendre comment il l'a conçue et de quelle manière elle est très originale pour l'époque, avec les moyens de l'époque. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'essor industriel et c'est le siècle de l'essor de l'électricité. Donc on connaissait un certain nombre de propriétés électriques et en particulier on savait que des courants électriques produisent un champ magnétique. Le SPCI a été créé en 1882 et dès septembre de la même année, Pierre Curie est recruté comme jeune enseignant-chercheur à l'école, notamment suite à ses travaux sur la piézoélectricité qui avaient été menés à la Sorbonne, mais aussi dans le but d'enseigner et d'inculquer sa manière de penser la recherche aux jeunes étudiants. Pierre Curie, comme il le dit lui-même, n'était pas le premier à faire des expériences de magnétisme. Becquerel, Faraday, avant lui, avaient fait des expériences fondées à peu près sur les mêmes principes, mais il a été le premier à vraiment rendre ces expériences totalement quantitatives, ce qui lui a permis de découvrir la loi de Curie et la température de Curie. Il était capable à la fois d'avoir une vision théorique, de se distancer, de faire un pas en arrière, mais en même temps c'était un expérimentateur de génie et il a vraiment mis son génie à construire une expérience qui lui permettait de faire des mesures très précises en température, très précises en valeur de l'aimantation. L'intérêt de Pierre, là, ça a été de comprendre la nature du magnétisme dans les composés, dans les substances. Comment les matériaux sont attirés par un électroaimant. On sait que le fer est attiré par un aimant, mais on se pose la question, est-ce que d'autres matériaux aussi curieux comme des pierres, voire l'air que nous respirons, sont attirés par un aimant? Question curieuse. On savait déjà qu'il existait en gros 3 types de substances magnétiques. Les substances de type ferromagnétique, comme le fer, le nickel. Les substances de type diamagnétique, comme par exemple le bismuth, et les substances paramagnétiques qu'on appelait ferromagnétiques faibles. Ce qu'on savait déjà, c'est que si on chauffait un corps ferromagnétique, finalement il passait dans un état où il était beaucoup moins magnétique, qui ressemblait à du magnétisme faible, qu'on appelle aujourd'hui paramagnétisme. La démarche de Pierre, ça a été d'essayer de voir s'il y avait des liens entre ces 3 classes, ou si ces classes n'avaient rien à voir. Cette étude très précise de Pierre Curie a permis de montrer qu'effectivement, on avait affaire à une transition de phase, un changement d'état, un petit peu comme quand vous changez de la glace dans de l'eau. Et sa seconde grande réussite, ça a été que de mesurer le magnétisme de l'oxygène de l'air. C'est très difficile puisque vous faites l'expérience dans l'air et que dans l'air, vous avez de l'oxygène. Donc pour cela,
Pierre a mis de l'oxygène sous 18 bars dans une ampoule scellée. Il a amené cet oxygène à une température très élevée. Et là, il pourra établir cette loi particulière que l'aimantation de l'oxygène décroît suivant une loi baptisée loi du Curie avec la température dite température absolue. Cet instrument est original par différents points particuliers. C'est l'idée de rassembler plusieurs techniques autour d'un instrument et de faire une innovation. Nous avons eu le souhait de reconstituer cette expérience, mais pas seulement de la donner à voir, mais aussi de la faire revivre pour comprendre les obstacles qu'il avait rencontrés, les solutions techniques qu'il avait trouvées pour parvenir à cette expérience qui est d'une très très grande précision pour l'époque. Dans les ouvrages qu'il nous a légués, Pierre Curie décrit longuement l'expérience, mais sans donner tous les détails et les astuces technologiques qui ont permis de la mettre au point. Et c'est justement là où l'habilité et même le génie de Bernard Pigelet ont permis pas à pas de reconstituer toute la démarche dans sa plus grande finesse. Et il y a 1 an et demi, André Pia m'appelle et me dit, ben voilà, maintenant, on voudrait que cette expérience soit fonctionnelle. Pour réussir à faire fonctionner ce que Pierre Curie avait imaginé, c'est très long. Je sais qu'avant moi, il y a des gens qui ont essayé de faire cette expérience et qui n'ont pas réussi. Ils auraient pu réussir s'ils avaient pris en compte vraiment la différence qu'il existe entre notre temps et le temps de Pierre Curie. Le temps est très différent. Pierre Curie prenait son temps. Et Pierre Curie avait une agilité des doigts qui était un prolongement de son cerveau, et ça, c'est très très important. Et là, c'est le fléau qu'il y a à l'intérieur de la mesure du magnétisme par Pierre Curie. Dans le fléau, il y a ici le fil de torsion, la partie horizontale du fléau qui est à gauche du fil de torsion, la nacelle qui sert à équilibrer le fléau qui est en dessous, et l'index, puis on descend verticalement, on se retourne à 90 degrés et on remonte et on trouve l'échantillon à étudier. Quand un champ magnétique intervient sur l'échantillon qui est dans le porte-échantillon ici, vous voyez le mouvement qui se produit là-bas et qu'on mesure là-bas. De le voir monter comme cela pour la démonstration devant un public averti, ça a été une très forte émotion. Action. Bon, eh bien, on va faire cette expérience avec l'oxyde de chrome, Pierre. Allez. Absolument. Enfin, Pierre qui est plutôt Bernard, enfin Oui, voilà. excuse-moi, Bernard. Je vais mettre à la place l'échantillon. L'oxyde de chrome. Je mets en place le four. Et tu peux commencer à monter le champ et vous allez voir la déviation se produire assez rapidement parce que l'oxyde de chrome est très magnétique et il est sensible à des champs faibles. Maintenant, on va commencer à chauffer. On va attendre un petit peu que la température monte et vous allez voir que le matériau réagit à la température. Là, on est voilà. Là, on est à la température de transition. Donc, c'est la température de Curie pour cet échantillon d'oxyde de chrome. Et là, on peut dire qu'on est à peu près à 113 degrés Celsius dans la chambre où se trouve l'échantillon ici. Maintenant, on va arrêter la chauffe. L'échantillon va reprendre sa caractéristique initiale. Voilà, on est maintenant pratiquement stable. La démarche de Pierre Curie
a permis en fait de, entre guillemets, mettre de l'ordre dans le magnétisme. C'est-à-dire de comprendre comment les trois différents phénomènes magnétiques qu'on connaissait étaient reliés ou non. Une des avancées importantes des travaux de Pierre Curie, ça a été de montrer que s'il y avait une continuité entre ferromagnétisme et magnétisme faible ou paramagnétisme, il n'y avait aucune relation entre ces deux premiers phénomènes et le diamagnétisme. Et il faut comprendre que toute l'école française du magnétisme qui va suivre et qui va être très active au XXe siècle, on peut penser à Pierre Weiss, Louis Néel qui aura le prix Nobel de physique, Albert Fert qui aura aussi le prix Nobel de physique sur des sujets liés au magnétisme, toute cette école va finalement s'inspirer de cette classification, du fait que Pierre avait au fond mis les choses en ordre, avait permis de comprendre comment ces phénomènes s'ordonnent les uns par rapport aux autres. Dans mon laboratoire aujourd'hui, j'ai une expérience qui donne le même résultat que l'expérience de Pierre Curie, mais elle est basée sur des phénomènes complètement différents. Dans cette expérience, on utilise par exemple la supraconductivité. Et cette démarche qui consiste à rechercher la mesure quantitative pour faire des avancées fondamentales est évidemment toujours d'actualité. Et il est extrêmement important de léguer aux jeunes générations de scientifiques, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien à l'ESPCI, cet esprit de la connexion entre le développement instrumental de très haut niveau et les recherches fondamentales.